bonsoir à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer cette première présentation du diagnostic ici à Verviers ce soir. On est très heureux de vous accueillir tous ici au nom de Studio Paul Arigano et de l'Université de Liège. Alors la soirée, très rapidement, va être introduite par M. Morel, qui est représentant du commissariat spécial à la reconstruction. Ensuite, moi je reprendrai la parole pour vous expliquer un peu comment on a imaginé cette soirée et aussi comment on va pouvoir discuter ensemble à travers un petit exercice. Et puis, Madame Vigano vous présentera l'ensemble des diagnostics. Suite à ça, on fera une petite pause qui permettra de se rafraîchir et aussi de coller les post-it comme on a commencé à vous l'expliquer. Et puis après, on aura quand même une assez longue période pour pouvoir discuter ensemble, commenter, poser vos questions, etc. Donc je vais sans plus tarder passer la parole à M. Morel. Bonsoir à tous. Il y a 11 mois, la Wallonie vivait un désastre hors du commun. Donc, ces inondations ont touché à une majorité d'entre vous. Ça nous semblait vraiment important de faire le point ce soir sur les différentes études qui sont en cours pour vraiment faire en sorte que la reconstruction de la vallée se fasse de manière résiliente. Et donc, en premier lieu, vous dire qu'il y a une série de thématiques qui ont mobilisé l'ensemble des forces vives locales ou régionales, que ce soit en matière de gestion des déchets, en matière de relogement, en matière d'aide psychologique notamment. Et donc, cette gestion d'urgence s'est faite en parallèle avec l'élaboration des différents cahiers de charges qui ont permis d'aboutir au premier diagnostic qui vous sera présenté juste après. Vous dire qu'en amont des inondations, il y a eu un travail qui avait été initié sur le véloroute vézdérienne ainsi que le Ravel des Sources. Et une circulaire inondation était déjà en cours de discussion. Elle a été adoptée par le ministre Borsu en décembre 2021. Et puis, c'est dès ce début d'année que les différentes études ont pu démarrer, que la circulaire du ministre Borsu est entrée en vigueur pour le volet permis. Donc on se retrouve en juin avec la présentation du diagnostic de la première étude, c'est le schéma VESDRE, schéma stratégique multidisciplinaire du bassin de la Vesdre. Parallèlement à ça, il y a des zooms qui sont faits sur 11 quartiers. Donc ce sont les programmes de développement durable de quartier dont les premiers résultats sortiront en juillet. Donc il y a vraiment une volonté d'aller vite, mais aussi d'aller bien. Donc c'est toujours difficile de trouver le bon timing pour faire en sorte qu'on réponde aux différentes attentes, puisque derrière, il peut y avoir différentes reconstructions, voire parfois expropriations. Donc c'est vraiment très sensible, et donc nécessité de faire ça avec ordre et méthode. Une modélisation hydraulique a été également commanditée à l'Université de Liège. Les premiers résultats seront connus en août de cette année. En novembre, des référentiels permettront de bien guider la construction en zone inondable, mais aussi de mieux gérer la pluie, donc mieux gérer le cycle de l'eau pour faire en sorte qu'on prévienne des nouvelles inondations. En 2023, on aura les résultats intermédiaires de la modélisation hydraulique ainsi que les résultats finaux fin 2023, et l'étude qui nous réunit aujourd'hui, le schéma VESDRE, sera clôturée début 2023. Donc, je synthétise ce que je viens de dire au travers de cette dia. Vous voyez 2021, 2022, 2023, avec la circulaire ministérielle et les référentiels sur ce qu'on peut ou pas construire dans les zones inondables, avec les programmes de développement durable de quartier qui se terminent ici en juillet, mais une possibilité d'ajustement suite aux autres études que j'ai citées, donc le schéma VESDRE qui nous réunit aujourd'hui, la modélisation hydraulique qui malheureusement devra aller jusque fin 2023, en particulier pour la reconstruction résiliente des berges, et les deux véloroutes qui sont en cours. Voilà, Étienne. Merci, M. Morel. Donc,
moi, je vais vous présenter très rapidement notre équipe, comment on a commencé à travailler, et aussi comment on lance le processus de participation, de concertation citoyenne, dont finalement aujourd'hui est le premier jalon. Donc on est une équipe multidisciplinaire, interdisciplinaire, qui est constituée autour de Studio Paul Vigano, représenté par Madame Vigano aujourd'hui, et l'Université de Liège, qui est représentée aujourd'hui par Monsieur Jacques Teller qui est ici, et par Monsieur Privot qui est ici. Et vous voyez qu'autour de ce qu'on appelait le noyau central, donc c'est l'équipe resserrée qui discute ensemble, on a toute une série d'expertises qui va de la gouvernance à l'hydrologie, en passant par le tourisme, en passant par la pollution, en passant par l'hydrologie et toutes les questions de modélisation, etc. Et bien sûr le paysage, la biodiversité, toutes les thématiques de la transition écologique. Et on est accompagné aussi d'un bureau Yellow Mundo qui lui nous accompagne pour la communication et la participation. Donc aujourd'hui, comme ça a été rappelé, on est à la fin du diagnostic et donc c'est pour nous l'occasion de vous le présenter. Donc on est ici dans la ligne du temps. On a passé cette première partie de l'année à faire le diagnostic. On a représenté aussi tous les arpentages de terrain, c'est-à-dire que plusieurs week-ends on s'est investi, on a déjà rencontré certains d'entre vous avec qui on a pu discuter aussi. Et aujourd'hui on est ici dans les présentations, donc il y en aura 3, aujourd'hui à Verviers, demain à Eupen et mardi prochain à Chaudfontaine. Et il y aura aussi des permanences, où là on invitera les gens et on les fait plus travailler. Donc, par exemple il y en a une jeudi soir à Eupen, autour d'une carte où on va pouvoir dessiner, coller des kilomètres pour pouvoir aller un peu plus en profondeur aussi. Alors qu'aujourd'hui, l'idée c'est de faire une première présentation et de recueillir et d'essayer de répondre à vos questions. Ensuite, et c'est pour ça qu'on vous a demandé aussi de remplir la petite feuille au début de la séance, on organisera différents ateliers de participation qui eux permettront de co-construire, c'est-à-dire à l'échelle d'un projet d'aménagement ou à l'échelle du bassin versant, de réfléchir vraiment ensemble aux stratégies et au modèle urbain, ou en tout cas dans quel quartier on voudrait vivre. Ce qui est important aussi, c'est d'imaginer le bassin versant dans une vision du futur, c'est-à-dire pas seulement répondre aux gros problèmes aujourd'hui, mais aussi d'essayer de comprendre dans le temps comment l'ensemble du bassin versant, la vallée, les plateaux et les coteaux peuvent se développer. Une fois qu'on aura fait ce travail, on reviendra vers vous, peut-être dans ce format-ci certainement, pour vous présenter les résultats. Et on aura aussi des présentations finales à la fin de l'ensemble du travail. En termes de participation, on a aussi mis en place un outil en ligne, donc un site internet qui est aujourd'hui déjà actif et sur lequel vous pouvez déjà cliquer sur les différentes icônes pour vous inscrire aux ateliers de participation, lire un petit peu les contenus et comprendre mieux dans quel cadre on s'inscrit, et aussi vous informer sur tout ce qui est mis en place, ces présentations, les permanences, etc. On est en train d'updater la page pour qu'elle soit le plus à jour possible en fonction des dates qui sont annoncées. Voilà, si on clique sur cette page, on a l'ensemble des dates. Et on est aussi en train d'essayer de diversifier en notamment utilisant les réseaux sociaux, et on espère par exemple que cette présentation pourra rapidement être mise sur les réseaux sociaux, sur le site internet, afin que le plus grand nombre puisse aussi en prendre connaissance et au final participer à la future construction de ce bassin versant résilient. Aujourd'hui, alors Madame Vigano va vous présenter le diagnostic, et ensuite on vous a incité à l'entrée à prendre des post-it, à prendre des petites feuilles et des crayons sur lesquels vous pourriez écrire des questions, des commentaires, mais aussi soulever un lieu intéressant qui a un potentiel. Et alors, ce qui nous intéresserait, vous pouvez aussi bien sûr poser des questions libres ou à mettre des commentaires libres. Vous voyez qu'on a une case autre, mais on a essayé de structurer en différents thèmes: le logement, le travail, l'espace vert, l'espace public, la gestion de l'eau dans la vallée, donc dans le fond de vallée, et la gestion de l'eau sur les plateaux. Et ce qui nous intéresserait, ce serait que vous puissiez exprimer sur ces questions, sur ces commentaires, la situation qui a été vécue pendant l'hibernation ou les problèmes rencontrés, et puis, à contrario, comment vous pourriez imaginer ces situations dans le futur ou des éléments de potentiel. Je vais sans plus tarder passer la parole à Mme Vigano. Merci beaucoup, Étienne.
Bonsoir à tous. Nous sommes vraiment très contents d'être ici avec vous et j'apprécie énormément aussi le fait que vous êtes nombreux. Merci vraiment de ça. Donc, c'est un schéma stratégique, celui que nous sommes en train de construire, c'est-à-dire un document dans lequel on puisse traiter des stratégies pour le futur de la vallée de la Vestre, de tout le bassin versant. Donc, non pas seulement du fond de la vallée, mais de l'entièreté de la vallée. Aujourd'hui, on va vous parler que du diagnostic, c'est-à-dire le premier pas. Nous allons commencer à réfléchir sur cette vallée à la fin du mois de janvier. Donc, c'est quelques mois que nous essayons d'arpenter, de comprendre, de lire, d'écouter. Mais il nous reste encore un certain chemin et comme Étienne l'a dit, nous allons terminer début de l'année prochaine. Alors, d'ici à l'année prochaine, on vous propose 9 moments de rencontre, plus des permanences à l'intérieur de chaque commune. Donc, je pense qu'il y a un effort que j'espère sera un effort sérieux pour essayer de faire mûrir une idée, des idées pour le futur de la vallée de la Vestre. Les inondations de l'année passée ont été un désastre. Et aujourd'hui, on doit se permettre, on doit oser imaginer un futur pour une vallée, comme on dit, résiliente, et on reviendra sur ce thème. Alors, c'est de ce diagnostic donc, que je vais vous parler assez rapidement. Je sais que les images sont un petit peu petites, on a essayé de faire plus grand, mais on n'y est pas arrivé. Donc je m'excuse avec les personnes qui sont un petit peu au fond. Mais vous pourrez trouver finalement ces matériaux aussi sur Internet, donc vous aurez d'autres occasions pour voir les images. Donc immersion, ça veut dire que d'abord, on essaie de pratiquer cette vallée. Moi personnellement, je suis italienne, vous entendez l'accent, et donc je ne connaissais pas la vallée de la Vestre. Je connaissais un petit peu Liège, mais ça a été une découverte et on a organisé une série de marches, de promenades sur place avec l'apport essentiel de nos collègues de l'Université de Liège. Et donc on a commencé à découvrir ce lieu. Je pense que déjà avoir des yeux un petit peu innocents, c'est peut-être bien pour commencer, non? Pour ne pas être trop lié à tout ce qui est déjà là. Alors, on a profité de ce moment pour parler, pour discuter avec des gens qu'on a rencontrés. Alors, quelqu'un qui nous raconte ici, dans cette platanéraie à Chaudefontaine, qu'il y a eu 2,50 mètres, 2,5 mètres d'eau. C'était un torrent au milieu de la platanéraie. On a vu passer des voitures, des chevaux, des vaches. Et il dit, ce monsieur, que vu l'ampleur des dégâts, il n'y a que l'Europe qui puisse nous aider. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On a une conscience du fait qu'il faut des sommes très importantes pour mettre les choses en place et qu'on veut bien faire un effort, mais la population de la vallée est en majorité déjà très fragilisée. Donc, va émerger les questions sociales fondamentales de la vallée. On a parcouru de la vallée au plateau, on est remonté sur le plateau de Herbe, sur le plateau de Haute-Fagne, pour comprendre cette relation entre le bas et le haut, qui est aussi, d'un point de vue social, une relation assez intéressante, mais aussi du point de vue de l'eau. C'est quelque chose de très important de comprendre que l'eau qui est en haut va vers le bas, hein, c'est inévitable. Et que donc il y a des responsabilités de l'amont et de ceux qui sont sur le plateau par rapport à ce qui se passe dans le fond de la vallée. Ça, c'est un point de solidarité peut-être qu'il faut commencer à traiter. Mais sur le plateau, vous savez, il y a une pression foncière incroyable. On veut bâtir même sur les terrils pollués. Et tout ça peut générer des problèmes dans la vallée tout entière. Nous avons traversé tous ces paysages. On était présents il y a 3 ou 4 semaines. Il y a eu cette chaîne, une chaîne humaine organisée par les bénévoles flamands qui sont venus dans la vallée, aider au moment des inondations. Et c'est très intéressant ce que monsieur qui vient de Flandre nous dit. Si dans 20 ans la mer nous recouvre, nous les Flamands, on espère que le Wallon vienne nous aider aussi. Donc finalement ils ont fait quelque chose, ils espèrent que quelque chose revient
quelqu'un va les aider. Et ce n'est pas si loin, hein, le moment où les Flamands auront besoin d'aide. Alors, deuxième approche a été celui de regarder, un petit peu de lire la planification existante. Donc, il y a des couches multiples de plans, de projets sur ce territoire. Il faut que nous, on soit conscients de ça. En particulier, ceci c'est un extrait d'un plan que peut-être quelqu'un de vous le connaît, c'est le plan des zones qui fixe le zoning, qu'est-ce qu'on peut faire dans chaque partie. Et là, on voit que ici, on a l'évier est, c'est rouge, c'est-à-dire logement. En réalité, c'est une zone plutôt industrielle, donc on voit qu'il y a quand même des décalages entre ce qui est écrit dans les textes de planification à la réalité, mais ce qui est très important, c'est de voir que finalement, on a imaginé de pouvoir construire entièrement le long de la Vestre. Regardons alors peut-être une image un petit peu différente. C'est une image qui vient d'un plan, d'une vision plutôt, à une échelle beaucoup plus large. C'est l'échelle du parc des 3 pays, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Hollande et la Belgique, dans lesquels peut-être vous reconnaissez, ici c'est Verviers, ça c'est Eupen, ça c'est Liège, ça c'est le parc des 3 pays, ça c'est les Ardennes, où on voit que l'idée qui est véhiculée dans cette vision transnationale, c'est d'une vallée de la Vestre qui est le trait d'union entre ces 2 grands parcs qui sont le parc des 3 pays et les Ardennes. Donc un rôle intéressant élément de connexion entre 2 parcs d'importance internationale. Pour conclure sur la question de la planification, on doit dire très clairement qu'il y a une sous-évaluation du risque d'inondation dans la planification existante. Les plans communaux de développement de la nature ne se concentrent pas sur la renaturation de la rivière, donc ce sont des plans qui partent de la nature, mais la renaturation de la rivière n'est pas considérée. Il n'y a pas de lien, de synergie entre les différents plans, ça c'est un gros problème. Et l'inertie de ce plan de zonage, de plan de secteur, est très rarement remise en discussion. Donc c'est là depuis des décennies, beaucoup de décennies, et c'est tellement difficile de repenser certains de ces choix. Il faut considérer qu'il y aura une évolution très probable des zones d'aléas, c'est-à-dire que le risque va augmenter une fois qu'on considère ce qui s'est passé l'année passée. Donc, ça veut dire qu'on aura des zones qui aujourd'hui sont dans un aléa faible, qui vont devenir soumises à un aléa beaucoup plus fort, beaucoup plus important. Donc, il faut être extrêmement prudent dans cette reconstruction, parce qu'on sait que le futur sera probablement pire que le présent. Donc, il faut être très, très attentif. Et il y a peut-être des pistes dans certains plans qui existent, par exemple les plans qui s'occupent du développement durable, développement rural, qui pourraient être utilisés comme type de planification à réaliser sur le sujet de la résilience aux inondations. Alors, je vais très rapide parce qu'ici il y a Jacques Teller qui pourrait faire mieux que moi. Jacques, si tu veux le faire, je te donne facilement la parole. Non ? Je passe. Ce sont quelques éléments, c'est vraiment la pointe de l'iceberg de toutes les recherches menées par l'Université de Liège. Première question fondamentale, le changement climatique. Alors, le changement climatique, c'est quelque chose qui est déjà là. Et ce que les experts nous disent du laboratoire de la climatologie de l'Université de Liège, c'est qu'on aura des épisodes comme celui de l'année passée, d'ici à 2050, probablement 1 à 2 fois, peut-être plus. Donc on doit se préparer, d'ici 2050, probablement il y aura des phénomènes, des moments comme ceux que vous avez vécu en juillet 2021. Après 2050, les choses peuvent bousculer et on aura plutôt le problème de la sécheresse. Mais une sécheresse forte, des canicules importantes, avec des températures qui peuvent monter beaucoup. Et donc le problème du manque d'eau va se substituer au problème d'avoir trop d'eau.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on pense à la résilience de la vallée, on doit être capable de penser en parallèle l'aspect de comment faire avec toute l'eau qui arrive, comment la contenir, comment la ralentir, etc. Et de l'autre côté, on doit aussi se poser la question de pouvoir garder toute l'eau qui tombe sur le territoire pour l'utiliser, par exemple, dans les périodes de sécheresse. C'est un exercice assez compliqué de faire travailler ensemble ce type de stratégie. Donc, c'est une sorte d'alerte qui nous est donnée par ces climatologues. Deuxième question, c'est l'urbanisation. Alors, l'urbanisation a eu deux vagues importantes dans la vallée de la Vestre. La première vague, à la période de l'industrialisation, donc à la deuxième moitié du 19e siècle, le moment où la vallée, le fond de la vallée, Verviers, s'est développé. Et après une deuxième vague qui est plutôt autour des années 70-80, le pic c'est vraiment dans les années 80, dans lequel le plateau a commencé à se densifier. Et vous voyez ici comment le rouge, les taches de rouge montent sur le plateau et agrandissent aussi les centres dans la vallée. Donc deux moments dans lesquels il y a eu un boom, disons, de construction et d'urbanisation. Si on se rapproche de cartes anciennes et on passe à travers ces cartes, on voit ce processus très clair de remplissage ou de création de plaques industrielles. Ça, c'est le cas du plateau, par exemple. C'est le plateau de Herbe. Les grandes plaques industrielles qui parsèment aujourd'hui et qui sont des lieux imperméables et qui, normalement, ne sont pas capables de gérer les eaux pluviales. Juste les toutes dernières qui ont suivi les nouvelles lois sur l'eau. Dans le fond de la vallée, on voit comment, dans le temps, on a de plus en plus densifié le fond de la vallée. Et qu'au XVIIIe siècle, il y avait, oui, des villages à côté de la vallée, mais pas sur la vallée, pas sur les berges. Les villages étaient quand même un petit peu en retrait. Donc, on a commencé à bâtir sur les berges et on a commencé à remplir, par exemple, les espaces, tous les espaces de méandres de la rivière. Autre thème extrêmement important, c'est l'évolution de l'utilisation du sol. Alors, quand on regarde les magnifiques boisements, les bois et les forêts de cette vallée, on a l'impression que c'est très naturel. Non, la grande partie de ces forêts n'est pas du tout naturelle. Ce sont des résineux qui ont pris la place des tourbières, les grandes tourbières qui caractérisaient surtout la partie sud de la vallée. Et ça a généré une situation assez incroyable dans laquelle le drainage, c'est-à-dire qu'on a dû rendre plus sec le terrain pour que les résineux puissent vivre. Et donc, le fait d'assécher le terrain a fait que le sol, aujourd'hui, il est beaucoup plus pauvre. Il n'a pas de capacité de stockage de l'eau. Toute l'eau est ramenée dans la veste, finalement. Et donc, il n'y a pas de capacité d'être un territoire éponge. L'éponge ne fonctionne plus aujourd'hui. Et encore un autre aspect important, il faut considérer aussi le sous-sol. Et le sous-sol est très, très hétérogène dans la vallée. Et il y a des problèmes ou des conditions, disons, de sol calcaire, des sols carbonatés ou karstiques, c'est-à-dire où l'eau s'infiltre et l'eau passe, disparaît. Il y a des vallées sèches, peut-être que vous les connaissez dans la Veste, c'est-à-dire des vallées dans lesquelles normalement il n'y a pas d'eau, mais quand il pleut beaucoup, l'eau peut revenir. Et si on habite dans les vallées sèches, parce qu'on a construit sur les vallées sèches, évidemment ça génère des gros dégâts et des gros problèmes. Donc cet aspect d'eau qui disparaît, qui revient, c'est aussi un élément duquel on doit tenir compte pour comprendre comment le territoire pourrait être plus résilient. Et finalement, on arrive à la question sociale. Ici, vous voyez une carte qui montre l'indice de précarité par les différents secteurs de la vallée. Évidemment, le rouge foncé, ce sont les parties où la précarité est la plus élevée. On reconnaît évidemment Verviers, mais on reconnaît aussi d'autres endroits, pas que.
Et donc on comprend que la vallée est aussi un lieu de grande précarité sociale et que les inondations ont touché justement surtout cette population. Alors comment passer à travers toute cette masse, comme je vous dis ici, c'est juste la pointe de l'iceberg. Nous avons proposé 3 axes de réflexion et d'interprétation. Le premier axe, c'est de penser la rivière ou les rivières et la vallée comme un sujet, comme un vrai sujet. C'est-à-dire quand on considère, quand on parle avec un ami ou un connaissant, la vallée c'est un sujet. Elle doit avoir sa place autour de la table dans laquelle on décide le futur de la vallée et de la rivière. Ici, vous voyez quelques images qui nous ont beaucoup aussi inspirés. Ce sont les images de la fameuse école de Liège, école de paysage, de peinture, que, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, a représenté les grandes qualités paysagères de la vallée. Ici, vous voyez une petite maquette que nous avons réalisée de la vallée, et vous voyez les différentes villes représentées. Ça, c'est pour dire comment compliquée c'est aussi la topographie de cette vallée. Cette topographie a été générée par donc, une série de cours d'eau. Il n'y a pas que la Vestre, il y a une quantité énorme de cours d'eau, petits, plus grands, et tout ça a dessiné des sous-bassins versants, des tout petits bassins versants qui ont une certaine autonomie peut-être à repenser, autonomie hydraulique, je veux dire. Si on prend que juste ces petits vallées, ici on a pris de la carte du XVIIIe siècle, la carte Ferraris du XVIIIe siècle, on a juste redessiné les vallées. Ça c'est très important de comprendre que juillet 2021, l'eau a repris son espace, c'est-à-dire l'espace du fond des vallées, ce qu'on appelle le lit majeur, la Vestre, mais aussi la Orgne, les autres affluents, ont repris cet espace. Sauf que là, ils ont trouvé beaucoup de choses. Pas que, non seulement ce type de conditions, vous voyez la peinture 1920, aujourd'hui, c'est pas exactement la même chose. Ici, on a quand même refait les berges, qui ne sont plus de berges naturelles, et on le voit très bien, donc ils fonctionnent d'une façon très différente, même par rapport au ralentissement de l'eau. Ou ici, on voit une autre image, toujours une peinture du début du XXe siècle, et vous voyez qu'ici, on peut reconnaître encore, parce qu'il y a encore des morceaux dans cette vallée magnifique, dans lesquels on peut reconnaître ce rapport entre la végétation, les berges, l'eau, et il y a finalement un espace pour tout ça. Mais, comme je disais, par exemple, toute la partie au sud de la Vestre, c'est-à-dire le plateau de Haute-Fagne, a été totalement transformé. Donc les milliers d'hectares qui existaient de terrain tourbeux a été transformé en résineux pour des raisons économiques. Mais ces résineux ont finalement appauvri le sol et donc on est passé de ça c'est une peinture fin 19e siècle, de ça, les tourbières, à ça, à ce paysage qu'aujourd'hui quelqu'un peut considérer naturel, mais ce n'est pas du tout un paysage naturel. Et peut-être il faudrait revenir à ça, parce que ça aurait des capacités de stockage de l'eau beaucoup plus importantes. Deuxième axe, c'est la vallée et la rivière comme objet de rationalisation. Donc on a transformé pour habiter, pour rendre productive cette vallée. Et ça, c'est un nombre très très important de modifications des rivières, du système de drainage, la construction des barrages. Donc finalement, on a toute une quantité de formes d'eau. Quelques-unes sont plus naturelles, d'autres sont totalement artificielles, sur lesquelles on doit travailler. Si on se rapproche de Verbier, une image du XVIIIe siècle et l'image aujourd'hui, on voit que Verbier a perdu, par exemple, tout l'ensemble de biefs, qui étaient ces cours d'eau, petits canaux qui accompagnaient
l'Avestre, qui était utilisé aussi pour la production, pour les moulins, etc. Tout ça a presque totalement disparu et évidemment, ça a aussi appauvri la capacité de l'Avestre de faire passer de l'eau. Donc peut-être là, il y a aussi d'autres pistes importantes à considérer. Et vous voyez là, cette image, c'est le quai de la Batte à Verviers, où il y avait justement ce bief qui passait, et aujourd'hui, le bief n'existe plus. Pour ce qui concerne l'agriculture, aussi, et donc surtout, mais pas que le plateau de Herbe, c'est important de considérer que beaucoup de choses ont changé aussi, c'est-à-dire qu'on a perdu, par exemple, beaucoup du bocage, le bocage qui était très important pour consolider le terrain, pour absorber de l'eau, et on a perdu aussi les arbres fruitiers qui caractérisaient les vergers, pardon. Les vergers qui caractérisaient le plateau de Herbe et qu'aujourd'hui ont presque disparu. Donc les vergers et les bocages avaient quand même une fonction importante. Et donc on se demande si, par exemple, même l'agriculture ne devrait pas évoluer dans le futur pour ça. Troisième axe, la rivière et la vallée comme objet social et économique. Alors, ça c'est la situation actuelle, ça c'est à Réunion près, vous connaissez bien. Là, vous voyez les usines Simonis à Verviers, avec cette idée pastorale, bucolique, de comment l'industrie pouvait se mettre à côté d'une rivière, même s'il y avait quand même déjà des digues qui protégeaient l'industrie. Et donc, on comprend qu'on a construit aujourd'hui une condition de pression sur cette rivière. Mais regardons cette entité sociale. Ici, vous voyez donc une première évaluation des bâtiments qui ont été, donc bâtiments privés résidentiels qui ont eu des dégâts. Et donc les couleurs les plus foncées, c'est plus de dégâts. Donc les trois communes les plus touchées, vous le savez déjà, mais sont Verviers, Trot et Chaux-de-Fontaine. Et le centre de Pepinster, c'est le centre, la partie centrale de ville la plus touchée par les inondations. On n'a pas encore des informations précises sur le nombre de logements et de bâtiments affectés, mais il y a des études qui sont en cours. Ça, c'est au contraire les dégâts aux bâtiments économiques, les commerces, et donc Verviers Centre, c'est le plus touché, avec 113 commerces vides suite à l'inondation, et ça se somme au fait qu'il y en avait déjà 147 qui étaient vides, donc finalement une masse importante de lieux, d'espaces problématiques. Les lieux commerçants les moins économiquement dynamiques ont été les plus impactés et fragilisés. Donc, disons que, comme toujours, les plus fragiles sont les plus impactés. Et c'est le cas aussi dans le secteur du commerce. Au contraire, les dégâts économiques sur les entreprises ont été moindres, et ils ont eu aussi une plus grande capacité à se relancer. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à noter. Finalement, ça veut dire qu'il y avait une certaine capacité de résilience, finalement, pour recommencer. On sait aussi que dans la vallée, nous avons une série de friches industrielles assez importantes. Les friches industrielles peuvent avoir des problèmes de pollution. Les sols, en général, de la vallée sont plutôt pollués. Et ça, c'est aussi une question de laquelle il faudra tenir compte pour le futur. Mais en tout cas, il y a des potentiels là de peut-être repenser, réutiliser ces espaces pour des aspects de résilience. Je termine parce que je sais que je suis déjà un petit peu en retard sur le fait qu'on a terminé notre diagnostic en proposant une carte qu'on appelle la carte du potentiel de résilience aux inondations. Donc la question qui se pose ici est quelle est la capacité de ce territoire? Faisons pour un moment abstraction des situations spécifiques. Regardons l'ensemble. Quelle est la capacité de cette vallée d'être plus résiliente aux inondations qu'on a vues seront quand même présentes dans le futur? Alors, le plateau de Haute-Fagne, par exemple, a une grande capacité de contribuer à cette résilience.
Il suffit de savoir que le plateau représente un tiers, au moins environ, un tiers de la surface du bassin versant, du bassin versant entier, et alimente en eau pour plus de la moitié la Vestre à Chaudefontaine. C'est-à-dire que là, quand vous êtes à Chaudefontaine, la moitié de l'eau que vous avez dans la Vestre arrive de ce plateau. Donc, si on a des actions qui vont rendre au plateau sa capacité d'éponge, c'est-à-dire avec un retour au terrain turbo, ben, on peut imaginer là déjà d'avoir une amélioration et une résilience plus importante. Ça veut dire, imaginez que dans le futur, les résineux qui sont déjà un petit peu arrivés à la fin de leur cycle de vie vont être substitués par la reconstruction, la renaturation avec des tourbières. Le plateau de herbe, le plateau agricole, lui aussi a beaucoup changé dans le temps. Et là, il y a une question qui est celle de la gestion de l'eau sur le plateau. L'eau ne doit pas être dévalée dans la vallée. Ça veut dire que les plaques industrielles doivent être repensées à partir de la gestion de l'eau. Les centres, les villes doivent être repensées à partir de ça. Et aussi, il faut faire très attention à ces vallées sèches. Les vallées sèches qui ont capacité d'absorber l'eau, de la faire disparaître, mais en même temps, l'eau, quelquefois, peut dévaler complètement et ça devient extrêmement dangereuse. On peut imaginer de réintroduire les vergers. On peut imaginer de réintroduire les bocages. Tout ça est en même temps très important d'un point de vue écologique, d'un point de vue même de la qualité de ce paysage, mais est aussi extrêmement important du point de vue de la résilience de ces paysages. Et finalement, dans le fond de la vallée, c'est-à-dire le lit majeur, hein, ce que vous voyez dans cette image, ben, dans le fond de la vallée, il faudra voir morceau par morceau, là où ça sera possible de déminéraliser, laisser plus d'espace à la rivière, et en même temps ne pas avoir une vallée fantôme. Parce que ce schéma stratégique, c'est un schéma stratégique qui veut éviter justement le fait que la vallée puisse devenir une vallée fantôme. Donc sur le fond de la vallée, et on va commencer à la parcourir. On a déjà fait quelques premiers tests, mais on va surtout, grâce à la prochaine étape qui est celle des scénarios, se poser la question de qu'est-ce que peut évoluer dans le fond de la vallée, comment on peut retrouver des lieux d'habitat ou d'activité. Le tissu bâti qui est sur les plateaux, lui aussi, doit vraiment résoudre tous ces problèmes. Ça veut dire qu'on doit imaginer de traiter sur le bord, avant que l'eau commence sa descente vers la vallée, on doit imaginer des espaces où l'eau puisse être retenue. Et ces espaces peuvent très facilement être imaginés aussi comme des espaces publics, comme des espaces d'écologie, de biodiversité, mais aussi des espaces fonctionnels du point de vue de la collecte de l'eau. Donc cette carte contient un petit peu tous ce premier potentiel de résilience aux inondations. Et il faudra traiter ça, et j'arrive aux conclusions, en considérant aussi la sécheresse. Donc là, c'est la façon de traiter la résilience aux inondations, mais nous avons aussi la sécheresse. Et donc, comment ces mêmes espaces dédiés à l'eau peuvent être aussi des espaces pour éventuellement garder de l'eau. Ce n'est pas si évident, hein, mais disons, on peut commencer à y travailler. Et donc, il faut aller vers une résilience face aux inondations et aux sécheresses, mais aussi vers une résilience à la fois écologique et socio-économique. Donc la question qu'on se pose et de laquelle on peut déjà discuter un petit peu ce soir, même si ce soir on est surtout à l'écoute de vos commentaires, de vos idées, etc. Mais on aura l'occasion dans la prochaine série de rencontres, et de quelle manière des choix socio-économiques pourraient valoriser et renforcer le potentiel de résilience de la vallée. C'est-à-dire, si par rapport à une vision pour cette vallée, quelle serait la vision la plus capable de construire un territoire résilient? Je pense qu'on doit s'interroger sur ça. Ou, à l'opposé, de quelle manière des potentiels de résilience aux inondations et à la sécheresse pourraient générer des nouvelles économies, des nouvelles activités, des nouveaux usages de la vallée.
Donc ça, c'est vraiment la question qui nous semble importante de poser, parce qu'il faut prendre cette occasion aussi comme une occasion pour réfléchir sur une vision pour la vallée de la Vestre. La vallée de la Vestre a été en crise, en déclin, même avant les inondations. Ça, on ne peut pas l'oublier. Et donc, revenir tout simplement en arrière ne sera pas une solution. Aussi parce que, comme je dis, le changement climatique nous oblige à penser à cette résilience. Mais c'est peut-être l'occasion pour faire un pas en plus et se poser la question, mais qu'est-ce qu'on veut devenir? Et donc, je termine avec ça, avec une petite pause. Je pense que Étienne pourrait reprendre.